chaque petite pierre que chacun peut poser sur le mur fera que ce sera un grand mur et qu'on pourra y arriver, quoi. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit épisode un peu spécial. Je suis sur une action devant l'Assemblée nationale pour s'opposer à la vente de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et je vais rencontrer des gilets jaunes assez intéressants. T'es prêt, Bolti? On y va? Et je suis fier aussi d'une chose, de me rendre compte que dans ce mouvement, les têtes connues que je rencontre, que je viens de rencontrer, ils sont pleins de convictions, ils sont pleins de force. Il y a énormément de gilets jaunes qui leur ressemblent en fait. Et ils ressemblent à tous les gilets jaunes, ça je trouve ça assez fort. C'est un beau mouvement parce qu'il est populaire et il est social et puis il appartient au peuple surtout. Tu as entendu parler de l'Assemblée des Assemblées à Saint-Nazaire? Ouais, j'ai entendu parler de Commercy, Saint-Nazaire parce que ça se rapproche. Après, j'ai pas été trop au fond des choses, mais c'est que j'ai beaucoup d'informations et des fois de tout aligner entre ceux qui pensent. Après, voilà, chaque mouvement, interne au mouvement, chaque petite pierre que chacun peut poser sur le mur fera que ce sera un grand mur et qu'on pourra y arriver, quoi. Tu penses que c'est important ça, que chacun trouve sa place dans ce mouvement et trouve un rôle à jouer? Je pense qu'il est surtout important que chacun vienne avec ses idées. Il n'y a pas d'idée de merde, il n'y a pas de points négatifs, il n'y a que des points améliorés. Donc soyons à l'écoute des uns et des autres pour pouvoir tirer la meilleure des substances et pouvoir avancer sur un projet commun. Apprendre à vivre ensemble et à accepter d'être différent. C'est nouveau. Ça me donne de l'espoir, c'est que ça me conforte dans l'idée qu'on est dans le vrai, qu'on dénonce des vraies choses et qu'on soit gilet jaune ou pas d'ailleurs, parce que quand on discute avec des gens qui ne sont pas forcément dans le mouvement, ils dénoncent les mêmes choses que nous. Est-ce que tu te nourris de l'énergie de tous les gens qu'il y a sur le terrain pour aller affronter les grands médias? Oui, ouais, parce que c'est grâce aux informations qu'on m'envoie, aux conseils qu'on me donne, etc., que voilà, tu te sens suffisamment armé pour aller, on va dire, affronter, si on peut dire. C'est pas vraiment les médias qu'on affronte, mais ce sont plutôt les personnes qui sont invitées autour de la table. Et ensuite, la retranscription, comme elle est faite, ça c'est un autre combat, ça, de se battre contre ça, c'est autre chose. Ouais. C'est un combat de l'image aussi, beaucoup. Une guerre de communication, d'image, tout est monté et pas forcément dans le sens qui nous arrange, on va dire, plutôt qui nous favorise, mais justement on se bat contre ça tous les jours et c'est important de faire des vraies images du terrain, que ce soit du positif ou du négatif, mais de tout montrer. Et en l'occurrence, c'est pas comme ça que le traitement d'information est fait au niveau des grands médias, donc c'est important de mettre aussi en valeur les médias indépendants qui font un vrai travail d'investigation et de terrain. Pour une fois, c'est pas le sanglier qui conduit, c'est l'avocat gilet jaune. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu, toi, vu que tu as une légitimité du terrain, avec le mandat qui t'a été donné par les gilets jaunes de chez toi, de Rouen, et que maintenant tu vas dans les grands médias pour un petit peu détricoter toutes leurs saloperies. Est-ce que tu te sens porté par la force des gens qui sont sur les ronds-points, que tu sais qui restent sur les ronds-points? Ah bah ouais, ça c'est clair, ça c'est évident, parce que le rythme est usant, il est soutenu. Bon, il l'est pour tout le monde, hein. Ça fait 4 mois que tout le monde est mobilisé, qu'on se réveille gilet jaune, on se couche gilet jaune. Moi je consacre aujourd'hui, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais il est évident qu'effectivement le soutien nombreux que j'ai des gens, évidemment me donne du courage et me donne la force de continuer et me pousse à essayer de faire au mieux et de rien lâcher. Bon après, de base, hein, je me force pas, hein, je défends mes convictions et je sais que c'est un combat qui fait partie de l'une des choses les plus importantes dans ma vie. Donc de toute façon, je sais que je peux pas faire sans. Tu penses que c'est un petit peu la lutte de notre génération? Ah bah oui, c'est clair, quand on a effectivement une génération de baby-boomers qui a fait n'importe quoi, qui a été dans une logique individualiste, qui du coup sur le plan individuel, pour beaucoup d'entre eux, ont très bien réussi, mais du coup ont acquis une condescendance et une suffisance en fait, parce que dans la mesure où eux ont réussi, estiment avoir tout compris à la vie, sauf que aujourd'hui en fait non, ils n'ont rien compris, ils ont fait n'importe quoi. Quand on voit le monde qu'ils nous laissent aujourd'hui, ils n'ont pas de quoi être fiers parce qu'ils ont fait exploser les inégalités, ils ont détruit la planète
Et maintenant, en plus de tout ça, c'est que non contents d'avoir mal fait, maintenant ils veulent pas partir. C'est-à-dire que dans les médias, vous voyez toujours les mêmes depuis 40 ans. Alain Duhamel, Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, etc. Alain Minc, enfin ces gens-là, ça fait 40 ans qu'on les entend. Ils se sont trompés sur à peu près tout, mais c'est toujours eux qu'on invite. Et puis dans diverses postes à responsabilité, même dans des grosses entreprises, etc. Je veux dire, il n'y a que des gens de plus de 60 ans aujourd'hui. Et sur une analyse plus globale, dans le système électoral, aujourd'hui, c'est Emmanuel Todt qui l'explique, mais c'est les vieux qui bloquent en fait le système, parce que ce sont les anciens qui vont voter majoritairement, alors qu'on sait bien sûr qu'il y a beaucoup plus d'abstention parmi les jeunes. Et donc les anciens, eh bien, ont malheureusement tendance à voter pour des partis conservateurs, et donc bloque en fait l'évolution possible de la société, bloque un changement, voire une rupture même dans la politique qui est entreprise depuis des années. Et aujourd'hui, on est confronté à ça. L'un des verrous aujourd'hui politiques, en fait, institutionnels, c'est dans le cadre des élections, c'est que les vieux votent pour la continuité, et notamment on les a beaucoup effrayés sur les traités européens, notamment sur l'euro. Et donc, ils votent pour la continuité, surtout pas de changement. Et en fait, on sait qu'il n'y aura pas de changement de politique dans le cadre des traités européens actuels. Et de voir émerger comme ça, justement, le RIC au sein des Gilets jaunes, t'en as pensé quoi? T'as vu ça comme une vraie porte de sortie, le fait de pouvoir s'attaquer enfin à la cause des problèmes et pas plus aux conséquences? Alors, je crois qu'il faut, faut pas surestimer le RIC à la base. C'est-à-dire que je pense qu'à la base, l'idée séduit tout de suite tout le monde, parce que il y a évidemment une crise de représentativité, une crise de confiance. C'est-à-dire le lien de confiance est totalement brisé aujourd'hui entre le peuple et ses élus. Et du coup, les gens, sans même savoir ce qu'est le RIC, d'ailleurs on sait pas ce que c'est pas un dispositif fixe, c'est une idée, le RIC. C'est l'idée que le peuple intervienne directement dans la démocratie. Bon. Et donc sans même savoir après les dispositions pratiques, de mise en œuvre, etc., les gens se disent, bon, de toute façon, comme ça fait 40 ou 45 ans, que peu importe pour qui on vote, c'est toujours pire qu'avant, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, maintenant nous on va le faire à nous-mêmes. Si eux ils savent pas faire le travail, nous on va le faire, et puis bon, a priori on peut pas faire pire qu'eux. Donc en fait je crois que c'est ça qui a séduit tout de suite les gens. Et ensuite, maintenant, c'est une opportunité extraordinaire, effectivement, de repenser nos institutions. Parce qu'en fait, dès qu'on pose la question du RIC, en réalité, on va tout de suite très très au-delà en fait, de la simple question d'un référendum qui serait à l'initiative du peuple. Parce qu'en réalité, on voit tout de suite qu'on peut, derrière cela, se poser la question, les questions essentielles de, l'éducation des gens. L'éducation populaire, c'est à savoir être un citoyen éclairé avec un esprit critique, et puis ensuite évidemment la question de l'information, parce que si vous ne changez pas le traitement de l'information tel qu'on le connaît aujourd'hui dans les médias, vous pouvez avoir le référendum demain. Il est évident qu'avec les méthodes et la puissance de feu de manipulation de l'opinion publique, pas sûr qu'on aura réellement repris le pouvoir et qu'on pourra effectivement voter, que le peuple vote effectivement dans le sens de ses intérêts. Et on l'a vu notamment pendant les élections électorales. Je veux dire, il y a même les classes moyennes supérieures qui votent Macron croient voter dans leur intérêt, alors que même elles votent contre leurs intérêts, parce qu'il ne fait une politique que pour les 1, voire les 0,1% les plus riches, et certainement pas pour les 20 ou 25% qui croient être représentés par lui. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait s'informer réellement sur les Gilets jaunes, où en est le mouvement, etc., tu lui conseillerais d'aller chercher l'information où ça? Il faut aller la chercher sur Internet. Il y a plein de médias alternatifs aujourd'hui. Donc il faut s'affranchir des médias, ce qu'on appelle les médias mainstream, c'est-à-dire les chaînes d'information en continu, BFM, LCI, etc., les grandes chaînes TF1, France 2, bon. Tout ça, évidemment, donne une image totalement déformée du mouvement. Et donc, il y a d'autres chaînes qui sont des médias alternatifs. Il y a RT France, il y a Le Média, il y a Thinkerview, il y a Vécu, Gabin. Enfin, il y a plein de chaînes, en fait, qui sont des médias alternatifs. Il n'y a pas, moi je ne crois pas qu'il existe un média de référence sur lequel qu'on puisse écouter sans avoir un esprit critique. Il faut toujours en écouter plusieurs de toute façon, mais il est certain que aujourd'hui, si on veut avoir une vision, une représentation complète de la réalité, il faut aller s'informer aussi par un média alternatif. Moi je regarde quasiment jamais la télévision.
Bon, si ce n'est aujourd'hui pour préparer des débats et connaître les arguments de la propagande gouvernementale, bon, c'est assez simple, j'allume BFM TV, puis j'écoute le premier éditorialiste venu, et puis comme ça, je sais ce que dit le gouvernement. Mais du coup, il faut aller chercher la contradiction, en fait, dans l'information. Il faut aller chercher les autres éclairages. Parce que le principal problème des médias traditionnels, c'est pas qu'ils ne défendent pas tel ou tel fait en soi. Souvent, en fait, ce qui joue, c'est l'effet de zoom, en fait, c'est l'effet de cadrage. C'est qu'ils vont cibler, ils vont zoomer sur un fait et ils vont occulter totalement l'autre réalité. Bon, on en a évidemment un exemple frappant. Vous avez dans les manifestations des cortèges énormes qui peuvent avoir cours à Paris ou dans les grandes villes de province, et vous n'allez voir des images que de la poubelle qui brûle, du type qui lance sa pierre ou du canon à eau. Je l'ai vu dans la manifestation samedi, j'ai repéré où étaient toutes les caméras proches des CRS et de l'Arc de Triomphe et je suis allé exactement de l'autre côté. Voilà. Et j'ai eu des interviews très très intéressantes de gens très intelligents qui se parlent en plus, ils sont là, ils sont en train de se parler. Bien sûr, alors ça, mais c'est ce qui est extraordinaire en fait dans le mouvement, c'est qu'il y a eu une progression du niveau de conscience à une vitesse absolument foudroyante. Et c'est ça qu'il faut saisir effectivement en lien avec le RIC, c'est recréer de la discussion, c'est-à-dire politique. Les gens ont décidé de réinvestir la politique, mais la vraie, c'est-à-dire on ne parle plus de l'étiquette de tel ou tel parti ou de telle ou telle personnalité politique. Ça, ce sont des faux débats. Ce dont il faut parler, c'est des idées. Il faut parler de la fiscalité, il faut parler des inégalités, des injustices sociales, de la misère et de la démocratie en général, des institutions, de la démocratie directe. Bon, il faut parler de tout ça et comme les gens là ont décidé effectivement de réinvestir ce champ-là, ce champ de discussion profondément politique mais au sens noble, c'est ça qui permet d'élever les niveaux de conscience et donc effectivement il y a beaucoup de gens qui disent des choses très très intelligentes. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Ah bah non, de toute façon, c'est quelque chose d'irréversible. Ça, hein. Je veux dire, il y a un avant et un après le 17 novembre 2018. Ça, c'est une évidence. La révolution, elle est faite dans les esprits pour une très grande partie de la population. Et donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, le mouvement constituera, le 17 novembre, a constitué un acte fondateur et il y aura un avant et un après. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui regardent, qui peuvent regarder, qui sont sympathisants mais qui bougent pas trop encore? Ouais, déjà que je les comprends. Moi, je veux dire, je les comprends en préalable parce que moi, je peux tout à fait comprendre qu'ils aient peur, vu que toute la stratégie du gouvernement a consisté précisément à utiliser la stratégie du chaos, c'est-à-dire d'alimenter les violences via les ordres qui ont pu être donnés aux forces de l'ordre, ensuite de mettre en scène ces violences, de jeter l'huile sur le feu en permanence en traitant les gilets jaunes de foules haineuses, d'agitateurs ou de séditieux. Donc ils ont tout fait pour exacerber les violences et les alimenter. Donc moi je comprends qu'ils aient peur. En revanche, ce qui est très bien, c'est qu'ils ont toujours, au fond d'eux, ils sont toujours soutien. C'est-à-dire qu'on a toujours un soutien de 3/4 de la population. Et il va falloir effectivement trouver des moyens maintenant de se mobiliser par d'autres méthodes, parce que je peux comprendre que la manifestation en elle-même, ça fasse peur. Mais quand viendra le moment des autres moyens, là il faudra tout de suite saisir ces moyens-là, parce que c'est une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. Je veux dire, là, on a une opportunité incroyable, un mouvement comme ça, c'est une fois tous les 50 ans que ça arrive. Donc, il ne faut pas laisser passer notre chance. Donc, quand des idées fleuriront sur des méthodes d'action qui font moins peur et qui sont vraiment pacifiques et qui permettent d'exprimer de manière visible le soutien au mouvement, là, il faudra que tous ces gens-là se jettent dessus et ils n'auront pas d'excuses s'ils ne le font pas. Très bien. En tout cas, tu te débrouilles très bien pour l'interview en driving. Hein. Regarde, il est peinard, Bolty, il n'a pas peur. Voilà, bon, donc je précise pour ceux qui certainement découvrent aussi ma chaîne grâce à l'interview que François m'a accordée. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos que je propose, puisque je propose de montrer tout ce qui se passe de bien et de constructif au sein des Gilets jaunes au travers de mon tour de France que j'ai commencé il y a déjà 2 mois. Et je vous remercie aussi de tous les énormes soutiens que j'ai, qu'on a sur le terrain. C'est vraiment énorme et c'est quelque chose qui porte. Et cette fraternité dont on parle tant, mon aventure et la nôtre, je crois, en être une preuve.